Le Parlement russe ratifie à l'unanimité l'annexion de 4 régions ukrainiennes qui sont sous le contrôle de Moscou. Des milliers de Russes fuient leur pays pour échapper à la mobilisation. Reportage à Istanbul, terre d'asile pour beaucoup de personnes opposées à la guerre. Asphyxiés par des factures énergétiques qui explosent, les petites entreprises et les petits producteurs belges s'inquiètent pour leur avenir. Le prix Nobel de médecine et de physiologie 2022 est décerné au Suédois Svante Pääbo. Il est considéré comme l'un des pionniers de la paléogénétique. Les députés russes ont approuvé lundi à l'unanimité la loi sur l'annexion de 4 régions ukrainiennes, une décision qui avait déjà été approuvée par Vladimir Poutine et suscité une pluie de condamnations internationales. Le président de la Douma s'est félicité de ce vote. Aujourd'hui est un jour capital pour nous. Nous sommes tous conscients que le seul moyen de sauver les habitants vivant sur les territoires de ces 4 entités, la République populaire de Louhansk, la République populaire de Donetsk et les régions de Zaporijjia et Kherson, la seule solution est la réunification en rejoignant la Fédération de Russie. À quelques minutes du vote au Parlement, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est adressé aux députés en leur demandant de soutenir la loi censée, selon lui, protéger la culture, la langue et les frontières russes. Ces annexions interviennent après des simulacres de référendum organisés en urgence dans ces régions face à la contre-offensive ukrainienne. Kiev a repris le contrôle de la ville de Liman samedi, nœud ferroviaire stratégique dans l'est du pays. Les forces ukrainiennes auraient également fait des avancées dans la région de Kherson, dans le sud. La Turquie, contrairement à d'autres pays, n'a pas coupé ses liaisons aériennes avec la Russie. Résultat, Istanbul accueille de plus en plus de Russes qui fuient la mobilisation annoncée par Vladimir Poutine le 21 septembre. Comme Niki, 28 ans, qui estime que les revers de l'armée russe ont érodé le soutien à la guerre, même parmi les plus patriotes. Les gens qui soutiennent la guerre ont commencé à changer d'opinion. Ils ne comprennent pas pourquoi cette guerre a lieu. Ils commencent à dire qu'ils ne voulaient pas que ça arrive, qu'ils ne veulent certainement pas perdre leurs amis, maris, frères ou mourir dans cette guerre inutile. Et ce n'est pas seulement mon opinion personnelle, c'est ce que je lis sur les réseaux sociaux russes, c'est ce que j'entends dans les groupes de Telegram russes. Quotidiennement, à Istanbul, une manifestation pro-ukrainienne rassemble quelques personnes près du consulat russe. Cet ancien directeur commercial de 38 ans, qui est parti le 23 septembre, dit que c'est la première fois de sa vie qu'il se sent vraiment libre. J'ai décidé de quitter la Russie parce que je ne me battrai jamais contre l'Ukraine, contre le peuple ukrainien. Je voudrais dire que pendant tout ce temps, pendant tous ces mois de guerre, j'ai soutenu l'Ukraine. Je suis allé à des marches de protestation à Moscou. Je n'étais pas silencieux. J'ai parlé sur Internet. J'ai parlé dans la vie réelle. J'ai même fait des dons à l'armée ukrainienne. Mais cette mobilisation était la dernière étape pour moi. Tous les Russes ne sont pas comme des zombies ayant subi un lavage de cerveau. Nous sommes ici dans les bureaux de ARC, un groupe de soutien aux Russes fuyant le pays. Eva constate une augmentation de l'activité. Nous avons évidemment plus de travail et de demandes. Nous louons de nouveaux appartements pour les colocations. Nous en avons loué un nouveau à Istanbul. Des volontaires gèrent maintenant des abris temporaires au Kazakhstan. Il est question d'ouvrir un refuge en Serbie également. Personne ne veut rester et mourir pour Vladimir Poutine. L'association ARC a été créée par l'homme d'affaires et ancien détenu russe Mikhail Khodorkovsky, lui-même réfugié à Londres. Elle avait osé protester à la télévision russe contre la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. La journaliste russe Marina Ovsianikova a été placée sur la liste des personnes recherchées par le Kremlin après s'être échappée avec sa fille alors qu'elle était assignée à domicile. La journaliste de 44 ans est poursuivie pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe, un délit passible de la prison. Manifestation de colère ce lundi près de Ramallah en Cisjordanie après la mort de 2 jeunes Palestiniens tués par balle par des soldats israéliens. Ces derniers affirment avoir riposté à une attaque à la voiture bélier alors qu'ils procédaient à l'arrestation d'un suspect. Récemment, l'armée israélienne a multiplié les opérations en Cisjordanie occupée dans la foulée d'une vague d'attaques anti-israéliennes ayant fait 20 morts depuis la mi-mars.
Il est suédois et on lui doit notamment le séquençage du génome de l'homme de Néandertal. Le paléogénéticien de 67 ans, Svante Pääbo, a reçu ce lundi le prix Nobel de médecine et de physiologie. S'ouvre ainsi la semaine d'attribution des prestigieuses récompenses. Dans les prochains jours seront annoncés les lauréats de chimie, physique, littérature, paix et économie. Milorad Dodik célèbre sa victoire. Le chef politique des Serbes de Bosnie est arrivé en tête des élections générales selon les résultats annoncés ce lundi par la commission électorale qui le crédite de 49% des voix. Grand admirateur du président Poutine, le leader serbe de 63 ans entend faire sécession avec l'État central de Bosnie-Herzégovine. Il avait été sanctionné en janvier dernier par les États-Unis, qui l'accusent de déstabiliser les Balkans. La Republika Srpska, la République serbe de Bosnie, a montré qu'elle est une société démocratiquement mûre, a-t-il déclaré lors de son discours de victoire. Face à Milorad Dodik, sa rivale Jelena Trivić obtient 42% des voix. Cette professeure d'économie de 39 ans, qui avait axé sa campagne sur la lutte anticorruption, avait été la première dans la soirée à revendiquer la victoire. C'est un succès pour le peuple, a-t-elle déclaré. Mais il ne doit pas s'agir de ma victoire personnelle ni de celle de quelconque individu. Ce doit être une victoire pour la République serbe de Bosnie. Depuis la fin de la guerre intercommunautaire et les accords de paix de Dayton en 1995, la Bosnie-Herzégovine est divisée entre d'un côté la République serbe de Bosnie, de l'autre par une fédération croato-musulmane. Des entités reliées entre elles par un faible pouvoir central. Le fait que Milorad Dodik n'ait pas pris la parole avant 1h du matin est assez révélateur, dit cet analyste politique. En fait, Milorad Dodik, même s'il a gagné, apparaît comme le perdant de cette élection. Dans la communauté musulmane, la surprise est venue de la défaite du nationaliste Bakir Izetbegović, battu par le social-démocrate Denis Besirović, partisan d'une Bosnie pro-européenne et unie. Enfin, côté croate, Zeljko Komšić a obtenu son 4e mandat à la présidence collégiale. C'est une matinée chargée pour cette boulangerie située à Hamé, dans l'est de la Belgique. Pain, viennoiserie, gâteaux d'anniversaire, les affaires marchent. Emmanuel Limans emploie 20 personnes pour répondre à la demande et il espérait s'agrandir. Mais depuis la réception d'une facture d'environ 50 000 €, il voit l'avenir avec beaucoup moins de certitude. Les 36 000, c'est une régularisation sur l'année 2021. Et suite à ça, ils ont refait un calcul et ils ont passé mes acomptes énergétiques à 14 800 € par mois. Donc vous comprenez bien que c'est du budget, quoi. Donc c'est du pain, moi, que je vends. Arnaud, un producteur de lait voisin, vient apporter sa livraison. Ses factures ont connu exactement la même flambée. Elles sont passées de 1 500 € par mois à 9 000 €. On va partir dans une optique anti-écologique. On va mettre un groupe électrogène. Ce n'est pas envers nos politiques ne nous ont jamais poussés dans le bon sens. Et maintenant, on est obligé de partir dans des directions qui ne sont pas vertes pour pouvoir sauver nos entreprises. Pour sauver sa boulangerie, Emmanuel Limans a investi dans des panneaux solaires et réorganise sa petite entreprise. Toutefois, il n'a pas payé l'énorme facture, il ne compte pas la régler. Il n'est pas non plus question de fermer le magasin. Fermer un jour pour se dire on va économiser de l'énergie, je trouve ça ridicule. On a une entreprise qui tourne. Le cas d'Emmanuel Limans est loin d'être isolé. Ici, à Huy, les habitants sont inquiets. Ils ressentent les effets de la crise et ne font pas confiance au monde politique. Ça touche tout le monde, ça touche nos enfants, ça touche tous les portefeuilles. Il n'y a rien à faire. C'est dur, c'est très dur. Il n'y a pas que le gasoil qui est augmenté, on a tout qui est augmenté dans les magasins, partout. La population belge n'a plus aucune confiance dans son gouvernement. C'est vraiment honteux, on se demande où on va aller parce qu'on va devoir se serrer la ceinture de plus en plus et on va finir quoi ? On va finir à la rue parce qu'on ne va plus savoir payer rien du tout. Je n'ai plus confiance aux politiciens depuis déjà de nombreuses années. Tous, hein.
L'Union européenne s'est entendue vendredi sur une taxe sur les bénéfices pour les fournisseurs d'énergie fossile, un plafonnement des revenus pour le nucléaire et les renouvelables et enfin une diminution de 5% de la demande en électricité. Mais ces mesures prendront du temps pour être pleinement efficaces.